Cherchez l'erreur. De 17 à 18h, Isaac Franco, Gérard Grosjean. Bonsoir chers amis de Radio Judaïka Bruxelles, Gérard Grosjean et Isaac Franco sont heureux de vous retrouver. Bonsoir à Fanny qui produit l'émission. Et nous allons tout de suite commencer avec un rappel d'un événement qui était plus commenté à l'avance que depuis qu'il est véritablement intervenu. Vous vous souvenez sans doute de l'annonce controversée de la visite de Bibi Netanyahou, Premier ministre d'Israël, devant le Congrès à Washington, à l'invitation du chef des représentants républicains au Congrès, qui avait provoqué l'ire de Obama et de toute son administration, le boycott également de responsables importants de l'administration Obama à cette intervention de Bibi Netanyahou devant le Congrès, de façon beaucoup plus large encore, des critiques émanant même au sein d'Israël des partis d'opposition à Bibi Netanyahou, dans une large confusion entre un discours axé sur un élément important de la politique internationale et la menace que constituait l'Iran, non seulement pour Israël, mais pour tout le monde occidental, confusion avec une volonté électorale de grappiller sans doute des voix grâce à cette prestation prestigieuse, on peut le dire, comme les autres, comme les précédentes, mais on pensait que la finalité électorale l'emportait sur la volonté de Bibi Netanyahou d'informer le monde de ce qui n'est insuffisamment relevé dans la politique de l'Iran actuellement et le laisser-faire de l'administration Obama. Je crois qu'on va peut-être commencer avec ce discours dont on a beaucoup parlé. C'est pas l'Arlésienne, on en parle beaucoup, on la voit jamais. Là, on l'a vu, on l'a entendu, et je crois qu'il est bon de relever les éléments les plus importants de cette intervention et peut-être d'y apporter quelques commentaires comme nous en avons l'habitude. Isaac. Bonsoir tout le monde. Oui, c'est un discours qui a tenu toutes ses promesses. On en attendait beaucoup et on laisser entendre que si Benjamin Netanyahou avait pris le risque de mettre à mal ses relations personnelles avec le président des États-Unis, c'est qu'il fallait vraiment que le discours en vaille la peine, et personne n'a été déçu, sauf probablement le président des États-Unis et la Maison-Blanche. Alors il faut remercier aussi, le Premier ministre israélien peut remercier la publicité qu'aura donnée à ce discours cette même Maison-Blanche et ce même président Obama qui, dans une opposition très très disproportionnée, lui a donné un écho qu'il n'aurait vraisemblablement, sinon certainement pas eu, si le président américain s'était accommodé de cette venue un peu contrariante du Premier ministre israélien et n'avait pas fait toute cette publicité autour de ce discours, n'avait pas cherché par tous les moyens licites ou illicites à le contraindre à annuler sa venue. Donc Israël n'a pas le monopole de la disproportion. Non, pas du tout. Parce que là, l'opposition politique, on a vu le président descendre en personne dans l'arène pour fustiger l'acceptation de Benjamin Netanyahou de cette invitation de John Boehner, le président de la majorité républicaine à la Chambre des représentants. On a vu également tous ces porte-flingues, plus ou moins importants, chargés de la même mission de dire tout le mal qu'il fallait penser de cette intervention de Benjamin Netanyahou au Congrès, c'est-à-dire devant les élus des États-Unis, c'est-à-dire au peuple américain. Ce faisant, il n'a fait que faire monter l'attente autour de ce discours qui a rameuté pratiquement toute la planète. Et quoi qu'en dise le président américain qui prétend ne pas avoir écouté ce discours, la planète entière était suspendue aux lèvres du Premier ministre israélien, venu dire ce qu'il pensait et ce que le Congrès était invité à penser de cet accord avec l'Iran que les 5+1 s'apprêtent ou s'apprêteraient à signer. Alors, il y a eu une cinquantaine, je rappelle quelques chiffres, la Chambre des représentants c'est 435 députés, le Sénat c'est 100
sénateurs, et il y avait sur ces donc 535 membres du Congrès réunis, 50 membres démocrates absents. C'est-à-dire que 10%, un peu moins de 10% seulement des représentants du parti du président avaient décliné l'invitation de John Boehner et avaient déserté les travées. Ça ne s'est pas vu du tout, puisque les demandes étaient extrêmement nombreuses. On n'a pas vu un siège de vide. Quant à la galerie, c'est-à-dire à l'étage supérieur qui surplombe la salle du Congrès, eh bien, elle était remplie comme jamais ou comme seulement dans ces grandes occasions historiques. Et c'est bien un discours d'une importance historique qu'a donné le Premier ministre, qui intervenait dans cette enceinte pour la 3e fois, privilège qui n'a été accordé qu'à un seul homme avant lui, c'est rien moins que le Premier ministre britannique Winston Churchill, pour, après avoir remercié le président dans un premier chapitre d'introduction pour tout ce qu'il a fait pour Israël, pour avoir avoir renforcé les liens sécuritaires entre Israël et les États-Unis, s'est employé à démolir systématiquement, dans un style sobre, convaincant, et qui a suscité l'enthousiasme, l'adhésion enthousiaste de la très très large majorité des gens présents, qui sont montés sur leurs pieds 23 fois, sans compter le nombre de fois où ils ont accueilli les propos du Premier ministre israélien par des salves d'applaudissements, eh bien, où il s'est employé donc, avec des arguments convaincants et sobres, à dire en quoi le projet d'accord que s'apprête à signer les 5+1 avec l'Iran était un mauvais accord, et que l'alternative, contrairement à ce qu'a dit le président américain, n'était pas la guerre, et que contrairement à ce qu'a dit le président américain, il y avait une autre alternative, eh bien, c'était un meilleur accord. Et il s'est employé à dire quel serait ce meilleur accord. D'abord, c'est que l'accord tel qu'il se présente garantit à l'Iran de garder, eh bien, toute son infrastructure nucléaire. Et ensuite, plus grave encore, cet accord concéderait à l'Iran ce qu'on appelle une clause du crépuscule, sunset clause. Ça veut dire qu'après 10 ans, eh bien, toutes les limitations qui empêcheraient l'Iran d'enrichir autant qu'il le veut l'uranium et de devenir de puissance du seuil une puissance nucléaire, eh bien, de le devenir après 10 ans. Ce que le Premier ministre israélien a déclaré être a blink of an eye, c'est-à-dire eh bien, simplement un battement de cils dans le temps rapporté à l'histoire du temps, c'est-à-dire rien. Et donc, non pas un projet d'accord qui empêcherait, qui serait un obstacle à l'Iran pour devenir une puissance nucléaire, mais au contraire, un accord qui paverait la voie à l'Iran pour devenir cette puissance nucléaire. Et donc, une démolition systématique, convaincante, articulée de ce qu'il faudrait faire, d'avoir insisté sur le fait que l'Iran a bien plus besoin de cet accord que les 5+1, et qu'il fallait, comme le disait le Premier ministre israélien, to call the bluff, c'est-à-dire décrier le bluff, montrer que cette intransigeance iranienne reposait sur la volonté des 5+1, et en particulier des États-Unis, d'avoir un accord à tout prix, mais que si on faisait monter les enchères, eh bien les Iraniens certes feraient mine de quitter la table, mais reviendraient parce qu'ils ont plus besoin que leurs interlocuteurs d'un accord. Et que le levier dont disposent les États-Unis en particulier pour contraindre l'Iran à signer un accord beaucoup plus avantageux avec lequel Israël, selon les mots du Premier ministre, pourrait vivre littéralement, eh bien, ce levier est considérable et qu'il n'a pas été utilisé à plein. Alors on comprend que c'est un discours qui a considérablement déplu à la Maison-Blanche, c'est un grain de sable dans sa chaussure, il faudra voir s'il aura servi ses buts, s'il aura servi à quelque chose, on ne le sait pas, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. C'est que désormais, tout le monde est placé devant ses responsabilités. Personne ne pourra dire à l'avenir, devant l'histoire qui se fera juge,
Nous ne savions pas. Nous ne savions pas ce qui nous était promis. Nous ne connaissions pas ce danger qui pesait sur nous. Nous ne connaissions pas la dangerosité de l'Iran et ses visées hégémoniques. Nous en avons été dûment prévenus. Chacun est placé devant ses responsabilités. Président des États-Unis en tête, devant lequel le Premier ministre israélien a longuement insisté sur le danger hégémonique de l'Iran, qui déjà, sans bombe atomique, a avalé 4 États, qui règne sur 4 capitales, c'est-à-dire sur Bagdad, sur Damas, sur Beyrouth et sur Sanaa au Yémen, et qui continue ses agressions à l'égard de ses voisins et qui promet à Israël une éradication, une annihilation. Et il a dit, le Premier ministre israélien aux États-Unis, si vous voulez un accord, il faudrait que l'Iran change de comportement, commence par cesser d'être le soutien principal du terrorisme, cesser d'agresser ses voisins et cesser de promettre à mon peuple, le peuple juif, disait le Premier ministre, la mort, l'éradication, l'annihilation. À ce moment-là, on pourrait juger des intentions du régime théocratique iranien, mais pas avant. Et il s'est étonné de ce que personne qui discute avec l'Iran n'ait exigé un changement de comportement avant de valider ces prétentions hégémoniques de l'Iran à jouer un rôle essentiel au Proche et Moyen-Orient. Alors, je crois que Obama n'a pas écouté. Il a sans doute entendu au moins une partie du message. Et j'en veux pour preuve ce qu'il a dit, notamment lors d'une conférence de presse, avant même le discours de Netanyahou, puisque c'était à peu près à la même heure où il avait convoqué la presse, en disant que si c'était un mauvais accord, les États-Unis se retireraient. C'est une avancée dans la direction de la position défendue par Bibi Netanyahou, en ce sens que ce n'est plus, au moins dans la parole, un accord à tout prix, à n'importe quel prix, mais qu'il y aurait quand même des conditions à vérifier. Il y aurait besoin de faire respecter les conditions qui auraient été énoncées. Parmi les 5+1, la France, notamment, reste un des pays les plus sceptiques encore sur ce point, puisque même Fabius a dit qu'il ne fallait pas, nous voulons un accord qui soit solide, et que nous ne devons pas accepter un accord qui ne conduise à rien, sauf au fait d'avoir eu un accord. John Kerry, qui était allé rencontrer Fabius, a dit nous n'avons plus de divergence. Comme il a dit en même temps nous n'avons plus de divergence avec l'Iran, c'est une vue tellement optimiste, tellement écartée de la réalité des faits qu'il faut s'en méfier. Mais il y a déjà des bémols, comme on dit en musique, qui ont été apportés au credo obamien en la matière, et de ce point de vue-là, Fabius, de son côté, a déclaré « En ce qui concerne les chiffres, les contrôles et la durée de l'accord, la situation n'est toujours pas suffisante. » Alors, je voudrais ajouter un deuxième point, c'est que l'impact de ce discours n'est certainement pas à attendre dans les sondages électoraux israéliens. Ce n'était pas un discours à usage électoral israélien. Ceux qui sont, je dirais, suffisamment attentifs à ce qui se dit dans les enceintes internationales, à ce qui se dit dans les rencontres de Bibi Netanyahou avec des instances aussi importantes que le Congrès, auront bien compris que Israël n'était à peine mentionné là-dedans, puisque Netanyahou volontairement a mis l'accent sur le caractère général, le caractère mondial de la menace que représente la nucléarisation de l'Iran. Donc, ce n'est pas, je crois que dans certaines radios, dans certains médias, on dit, mais regardez, Bibi a encore perdu 1 ou 2 points en termes de sièges potentiels dans les prochaines élections israéliennes. Cela n'a strictement rien à voir, et je crois qu'il serait erroné de vouloir en tirer des conclusions à ce niveau. Alors Israël est aussi absent, ou a été aussi absente de ces négociations
que l'aura été la Tchécoslovaquie en 1938, lorsque la France et la Grande-Bretagne ont disposé de son sort devant l'ogre hitlérien, et que pour apaiser celui-ci, eh bien, il lui a été accordé les Sudètes. On a vu ce que ça a donné, on a vu comment cette histoire s'est terminée. Sauf que le Premier ministre israélien a dit loud and clear, très haut et très fortement, très clairement, que le peuple juif a été longtemps privé de parole, longtemps privé du moyen de se défendre, mais que cette fois-ci, le peuple juif a une parole, il l'entendait l'exercer, il l'a montré, et que si Israël devait se tenir seul face à l'Iran, il n'hésiterait pas à le faire. Et c'est d'ailleurs un des soutiens que le Premier ministre israélien est venu chercher au Congrès, c'est-à-dire en cas d'impossibilité pour Israël de faire autrement que frapper d'une manière ou d'une autre les installations nucléaires iraniennes, eh bien Israël, s'il est seul, n'hésitera néanmoins pas à le faire parce que son existence est en jeu. Le Congrès l'a déjugé parce qu'il lui a fait comprendre très clairement qu'Israël n'aurait pas à être seul face à une telle menace et que l'Amérique se tiendrait à ses côtés. Je parle de la vraie Amérique, celle du Congrès, pas du locataire actuel de la Maison-Blanche qui en a encore pour 20 ou 22 mois, mais la promesse a été faite. Israël, s'il le faut, se tiendra seul. Et c'est un soutien aussi de ces frappes potentielles d'Israël que Israël mènerait unilatéralement contre l'Iran, que Benjamin Netanyahou est venu chercher auprès du Congrès, c'est-à-dire une approbation. Vous me soutiendrez si je dois le faire. Il est venu chercher une autre forme de soutien, c'est les quelques voix qui manquent à l'arithmétique pour arriver à cette majorité qualifiée de 67 sénateurs sur 100 qui permettrait deux choses, ou l'une ou l'autre, c'est-à-dire soit de s'opposer à la signature, de s'opposer à la signature par l'Amérique, c'est-à-dire d'imposer la force du Congrès au refus d'Obama d'accepter ce check and balance, c'est-à-dire de partager la politique étrangère avec le Congrès comme le recommande la Constitution, ou bien alors c'est d'imposer par cette même majorité des 2/3 de sénateurs, c'est-à-dire 67, qu'on en passe par l'approbation du Congrès, c'est-à-dire qu'une résolution a déjà été passée le 29 janvier dernier, stipulant que cet accord ne pourrait pas être mis en œuvre dans les 60 jours, avant le terme de 60 jours qui suit la passation d'un tel accord. C'est-à-dire que le Congrès aurait 60 jours pour l'étudier et, le cas échéant, s'y opposer. Et d'ailleurs, le chef des sénateurs, la majorité républicaine, Mitch McConnell, a inscrit à l'agenda du Sénat pour cette semaine la discussion du problème iranien. Il y a une certitude, c'est qu'un grand nombre de congressmen américains a beaucoup appris dans ce discours, et c'était une des raisons pour lesquelles Obama tenait absolument à s'y opposer, parce que cela fait des mois et des mois et des mois que la Maison-Blanche travaille avec l'Iran à l'insu non seulement de son Congrès, mais également de ses partenaires, des 5+1, qu'il a tenus au secret, qu'il n'a pas avisé de ce qu'il faisait et de ce qu'il discutait avec les Iraniens. Et il y a aussi un autre aspect qui est particulièrement intéressant, c'est la dimension arabe du discours de Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire qu'il s'est adressé au Congrès américain, c'est-à-dire qu'il s'est adressé au peuple américain, au Congrès pour qu'il fasse pression sur le président, et au peuple américain pour qu'il fasse pression sur chacun de ses congressmen. Mais il s'est aussi adressé aux capitales arabes. Et ça, c'est une dimension de son discours particulièrement intéressante, parce qu'on a surtout insisté, et on ne fait qu'insister sur l'opposition des Israéliens à un mauvais accord, mais les mêmes craintes sont convoyées par l'ensemble des pays sunnites. Je pense à l'Égypte, à la Jordanie, aux États du Golfe, Arabie Saoudite, le Qatar, dans une moindre mesure peut-être, Oman, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Oman, tout cela formule des réserves aussi étayées, aussi expresses face à l'hégémonie à laquelle ambitionne l'Iran, et le fait savoir, et chacun de ces pays arabes l'a fait savoir à la Maison-Blanche. Mais disposer d'un homme aussi doué que le Premier ministre pour s'adresser peut-être seul au monde, en bravant l'interdit, maintes et maintes fois répété par le président américain, de s'adresser au Congrès et dire son fait à cette Maison-Blanche, est un atout politique maître dont seul le Premier ministre d'Israël dispose. Et il l'a mis
cet atout-maître au service également des capitales arabes qui ne savent plus comment s'adresser, comment dire au président et à la Maison-Blanche que cet accord qui émerge est un mauvais accord qui met tout le monde en danger et qui oblige ces États à se mettre sous la protection d'un parapluie nucléaire américain dont on a vu toute la faiblesse et tout le caractère relatif avec la Corée du Sud. Cette inquiétude, et le mot est certainement très faible, ne pas dire ces craintes, de la part de l'Arabie Saoudite et des autres pays sunnites de la région, se manifeste par le fait que John Kerry est immédiatement allé en Arabie Saoudite pour essayer de calmer, de convaincre et de calmer le clapotis que les vagues de Netanyahou avaient provoqué par cette intervention au Congrès. Je crois que de ce point de vue, Netanyahou a marqué des points également dans ce sens qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul dans cette volonté de contrer une hégémonie politique actuelle dans le monde entier, et en particulier au Moyen-Orient, où les États-Unis pensent qu'ils peuvent faire la pluie et le beau temps, même contre l'avis de leurs alliés. Les alliés indéfectibles, je mets indéfectible entre guillemets, puisque c'est le mot qui est utilisé couramment par Obama, pour privilégier les intérêts de ses ennemis, aussi bien indéfectibles, ça c'est moi qui l'ajoute, que sont notamment maintenant le djihad islamique, que sont les Iraniens, des mollahs, avec leur volonté hégémonique, leur volonté d'élimination d'Israël. Rappelons-nous que chaque semaine, que ce soit le Rouhani ou Khamenei, ne manque pas de faire des déclarations incendiaires dans la presse, dans toutes les enceintes politiques, pour déclarer qu'ils veulent l'annihilation de l'État d'Israël. Quand on le répète avec une telle régularité, avec une telle intransigeance, avec une telle violence, ça confine à l'obsession. C'est un caractère obsessionnel, mais ça veut également avoir un caractère pédagogique, de faire entrer dans l'esprit des États voisins, de faire entrer dans la tête des pays membres de l'Organisation des Nations Unies, qui sont dévoués à la paix, selon la Convention de San Francisco, qu'un État membre de Nations Unies ne peut pas être menacé de la sorte par un autre État membre de Nations Unies. Et ceci semble avoir échappé à l'attention ou à la logique d'un grand nombre de pays membres des Nations Unies. Donc, de ce point de vue, le discours de Netanyahou remet un petit peu la balle au centre, comme on dit en termes footballistiques, et permet de revoir les choses dans le contexte naturel qui veut une communauté internationale apaisée, et ayant autre chose, un autre but en vue que d'éliminer un des membres des Nations Unies. Alors, la première qualité de ce discours, ça a été d'enlever les œillères du monde qui s'est contraint, de tous ceux qui ont négocié avec l'Iran, qui se contraignent à voir dans cet accord émergent un bon accord, alors qu'il est tout sauf un bon accord. Désormais, tout le monde est placé, comme je le disais tout à l'heure, devant ses responsabilités, devant les faiblesses insignes de cet accord. Les failles colossales sont désormais révélées. Maintenant, il faut une volonté politique. Est-ce qu'elle existe ou pas dans le chef des 5+1 ? Eh bien, on va être rapidement fixé, puisque en principe, pour le 31 mars, cet accord, dans ses grandes lignes, devrait être approuvé. On a entendu un petit bémol dans la bouche des responsables de la République islamique iranienne, c'est que désormais, on ne parle plus d'annihilation de l'État d'Israël, mais du régime de Benjamin Netanyahou. Petite modulation. On devrait être beaucoup plus tranquille désormais avec ça. Mais il faut savoir une chose. La principale des faiblesses, c'est garder cette infrastructure, de laisser cette infrastructure nucléaire aux Iraniens et de leur laisser 6500 centrifugeuses, fort de la certitude, disent les 5+1, qu'une surveillance extrême
sera exercée sur toutes les activités nucléaires de l'Iran pour prévenir une quelconque tricherie de la part des Iraniens. Alors, on voit et on entend déjà depuis plusieurs années l'AIEA, c'est-à-dire l'agence de l'ONU, l'agence de Vienne pour l'énergie atomique, dire que les Iraniens ne cessent de tricher, ne cessent de mentir, ne cessent de cacher. On le voit, on le dit, on a entendu, on a lu des avertissements nombreux, multipliés de l'AIEA à la communauté internationale pour dire que l'Iran triche, et l'entièreté de cet accord, s'il devait être signé, repose sur ces contrôles. Quand bien même ces contrôles seraient sévères, quand bien même ils seraient finalement acceptés par l'Iran, le précédent nord-coréen devrait nous enseigner que là aussi, négocié par la même Wendy Sherman, eh bien, il y avait un contrôle sévère de l'AIEA, mais les Coréens ont triché, et lorsqu'ils se sont sentis prêts pour passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire devenir une puissance atomique, ils ont viré les inspecteurs de l'AIEA et ils ont procédé à des essais atomiques. Et on a bien vu que ces contrôles, pour sévères qu'ils soient, sont totalement insuffisants lorsqu'on a affaire à des États voyous, à des régimes qui utilisent tous les moyens, de préférence illicites, pour tromper leur monde. Et c'est ça le danger, c'est de reposer entièrement sur des contrôles qui ont montré à quel point ils étaient carents et totalement insuffisants. Enfin, le parapluie américain, de protection américaine que John Kerry est venu vendre aux États du Golfe, j'aurais bien aimé être une petite souris dans les négociations, dans les discussions entre le roi Salman d'Arabie Saoudite et John Kerry lorsqu'il a vendu ça, parce que, il faut bien dire une chose, la crédibilité des États-Unis est considérablement sapée, amoindrie désormais dans toutes les capitales sunnites, prétendument modérées, depuis que l'Amérique fait le jeu des frères musulmans, depuis le discours du 4 juin 2009, et aujourd'hui fait le jeu de l'ennemi par excellence des puissances sunnites, qu'est l'Iran chiite. Quelle confiance désormais ces pays peuvent avoir dans la parole de Washington, qui a montré que chaque fois qu'il fallait joindre la parole, le geste à la parole, on se rappellera la dernière fois les lignes rouges à propos de l'utilisation par Bachar al-Assad des armes chimiques, que l'Amérique se fâcherait. On a vu que cette pantalonnade, cette triste pantalonnade américaine qui n'a strictement accouché de rien du tout, et désormais la parole américaine, la dissuasion américaine ne pèse de peu de poids dans ses capitales, remplacée qu'elle est, et c'est l'une des ironies de l'histoire, d'une dissuasion israélienne infiniment plus crédible pour Riyad et ses acolytes du Golfe que ne l'est bien un parapluie nucléaire ou simplement américain. Oui, on s'aperçoit finalement, très rapidement, avant que les news reviennent chez nous, les lignes rouges, qualifiées de lignes rouges, sont comme la ligne d'horizon. Elles reculent au fur et à mesure qu'on avance. Revenons peut-être encore un instant sur cette comédie tragédiante et comédiante de cet accord en cours de gestation, en cours de négociation entre les États-Unis, le groupe 5+1 et les représentants de l'État iranien. Ça fait plus de 13 ans maintenant que des négociations, que la question du nucléaire iranien se pose. 13 ans que de mensonge en mensonge, que de tromperie en tromperie, on s'aperçoit chaque fois que les négociateurs de bonne foi ont été bernés. Je veux pour cette fois-ci encore rappeler que samedi, pas plus tard que samedi dernier, Ali Akbar Salahi, qui est le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique, a souligné que des progrès avaient été réalisés, entonnant le chant de Obama et Kerry sur les négociations en cours. Mais, il disait, sur l'enrichissement et le réacteur à eau lourde d'Arak, nous avons fait de très bons pas, et nous avons mis fin aux impasses techniques. Il a déclaré ça à la télévision iranienne. Mais il a ajouté que l'Iran allait continuer avec force la recherche et le développement pour développer de nouvelles centrifugeuses plus puissantes et plus modernes. Alors, si l'on ne veut pas entendre ce que la partie iranienne affirme de façon aussi explicite, c'est à désespérer
de la capacité de nos diplomates, de la capacité des représentants des États occidentaux dans une telle négociation. Voilà un petit peu comment nous pouvons qualifier cette opération de dupe à laquelle on assiste pratiquement en direct. Et c'est une occasion historique, comme on dit, d'essayer de régler le problème. Et c'est la directrice, enfin la haute représentante, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, Mogherini, qui a dit « C'est une occasion historique qu'il ne faut pas manquer, ces négociations ». C'est très important qu'on travaille encore dans les prochains jours et les prochaines semaines pour arriver à résoudre les questions encore ouvertes. Ceci, c'est parler pour ne rien dire, vous pouvez le constater comme nous, et que si cet accord est un accord qui est basé sur des faux semblants, sur des mensonges, il est clair que ce n'est que reculer pour mieux sauter. Mais vous savez, dans les négociations, la part psychologique des intervenants est importante, sinon essentielle. Et dans ce jeu-là, les Iraniens ont une longueur d'avance évidente sur tous leurs interlocuteurs parce qu'ils ont laissé penser que c'est eux qui ont la main, c'est eux qui sont les plus forts, c'est eux qui ont que c'est les 5+1 qui ont tout à perdre à l'absence de signature d'un accord, alors que c'est le contraire. Donc cette dimension psychologique qui fait passer les Iraniens pour beaucoup plus forts qu'ils ne le sont en réalité, et les 5+1 pour beaucoup plus faibles qu'ils ne sont en réalité, eh bien, ça a enfermé les négociations dans un carcan duquel les 5+1 n'ont pas réussi et ne réussissent manifestement pas à sortir. Et c'est sur quoi le Premier ministre israélien a insisté, c'est vous avez beaucoup plus de leviers, de pouvoir de dissuasion sur les Iraniens que l'inverse. C'est eux qui ont à gagner un accord beaucoup plus que vous avez à en gagner. Il y a un plan B, il y a un plan C qui existe pour les 5+1. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan C pour l'Iran en l'absence d'un bon accord pour tout le monde. C'est d'avoir fait croire que l'Iran est maître de l'agenda, est maître de ces négociations, que s'il le veut, il quitte la table et que le monde aura perdu et qu'il y aura inévitablement une guerre. C'est là-dessus que les Iraniens ont marqué des points décisifs et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre israélien a insisté. L'alternative à ce mauvais accord, ça n'est pas la guerre, comme le répète à l'envi le président américain. Il vous trompe en disant cela. Il y a d'autres alternatives. L'alternative, c'est à l'évidence un meilleur accord. C'est pas d'accord, c'est pas le recours à la violence militaire, c'est au contraire un meilleur accord. Comment ? Il l'a dit, en privant l'Iran de cette infrastructure nucléaire, d'une infrastructure nucléaire aussi importante, et surtout en évitant cette clause du crépuscule qui promet à l'Iran que passé un certain temps qui est extrêmement court, eh bien l'Iran n'aurait plus aucun carcan, n'aurait plus aucun interdit pour enrichir comme il l'entend. C'est donc de convaincre les Américains au Congrès du pouvoir qu'ils ont et que Obama semble leur avoir caché parce qu'il leur a vendu aux Américains l'idée qu'il n'y a pas d'autre choix que cet accord. Aussi mauvais soit-il, leur a-t-il vendu, eh bien c'est ça ou la guerre. Alors que le Premier ministre israélien est venu à Washington pour dire c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ça ou la guerre, c'est ça ou un meilleur accord. Et tout le temps qu'il n'y a pas un meilleur accord, il y a des solutions intermédiaires comme monter la pression, comme revoir totalement la posture face aux Iraniens, c'est-à-dire de se mettre dans la tête que c'est nous qui sommes plus puissants que les Iraniens, que c'est nous qui avons moins besoin d'un accord que les Iraniens, que s'ils le veulent vraiment, comme ils ont contraint d'ailleurs l'Iran à venir à la table des négociations, les sanctions peuvent être encore plus mordantes, plus douloureuses encore, couplées qu'elles seraient avec ce prix de l'énergie, des produits énergétiques qui sont depuis déjà plusieurs mois historiquement bas et qui pourraient infliger au régime théocratique une pression terrible qu'il ne pourrait finalement pas supporter. À l'inverse, en présentant le régime iranien pour beaucoup plus fort qu'il ne l'est, et en signant un accord avec lui, on va renforcer ce régime, on va lui donner encore plus de puissance et de durée de vie qu'il n'en aurait si on ne mesurait pas sa fragilité. Et c'est cette fragilité que le Premier ministre israélien est venu rappeler au corps constitué américain. C'était donc indispensable de l'entendre, indispensable de l'inviter, puisque
cela fait plusieurs mois que Barack Obama gouverne par décret, c'est-à-dire en ignorant les recommandations, enfin les articles de la Constitution américaine qui disent bien qu'il y a un régime de check and balances, c'est-à-dire de contrôle et d'équilibre entre l'exécutif et le législatif, et que pour des décisions qui engagent la sécurité nationale, il faut en passer par une discussion au Congrès. Ça fait des mois que Obama joue à cache-cache avec son Congrès, qu'il refuse absolument de s'ouvrir en disant que le Congrès va faire capoter son bel accord. Et c'est quelque chose qui ressemble à un push constitutionnel. Parce que tenir son Congrès totalement dans l'ignorance de ce qui se trame et qui va directement toucher à la sécurité des États-Unis, directe, et à la sécurité indirecte via les alliés privilégiés et historiques des États-Unis, c'est quelque chose qui requiert constitutionnellement l'imprimatur du Congrès. Ce qu'il cherche par tous les moyens à éviter, une des raisons qu'il fallait à tout prix pour empêcher le Premier ministre israélien de venir dire à ce Congrès, c'était de révéler ce que le président américain lui a tenu caché tous ces derniers mois. Attitude qui aurait été justiciable d'une procédure d'impeachment. N'était ce président américain caché protégé par sa singularité, il est évident que pour une affaire de cette nature, et je passe sur toutes les précédentes affaires, celle de Benghazi, celle de l'IRS, ça lui aurait valu, ou ça devrait lui valoir une procédure d'impeachment. Mais il est intouchable, et désormais, il gouverne les États-Unis par décret, par des oukases, et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à supporter pour le Congrès, même pour la minorité démocrate. Alors, pour la minorité démocrate, pour une raison toute simple, parce que Obama, il dégage le plancher dans 20 mois, dans 22 mois, mais ses représentants démocrates, qu'il s'agisse de la Chambre des représentants ou du Sénat, ils doivent défendre leur siège. Ils devront affronter leur constituency, leurs électeurs. Et le bilan. Absolument. Et devront répondre de ce qu'ils ont fait ou pas fait, dit ou pas dit, pendant leur mandat. Parce qu'il y a une vie après Obama. Et il y a une vie aussi pour le Parti démocrate, qui devra après défendre le fait que du temps d'un de ses représentants à la plus haute magistrature, on a ignoré le Congrès. Comment les démocrates pourraient demain empêcher un président républicain de faire de même, puisque un des leurs aura inauguré cette méthode de direction du pays par décret, en s'asseyant sur les pouvoirs du Congrès. Alors, à ce stade, les négociations qui ont déjà été postposées, prolongées, de 3 mois en 3 mois, vont reprendre le 15 mars. Oui. Peut-être que dans l'intervalle, les consciences se seront éclaircies, que les leçons posées par l'intervention de Bibi Netanyahou auront produit leur effet, et qu'on peut penser que là, les consciences vont réaliser que dans sa phase actuelle, dans son stade actuel, cet accord est véritablement un mauvais accord. Disons que le Congrès a en main une décision historique à prendre. C'est vraiment historique. Tout dépend du Congrès. Parce que le président américain a dit et répété, si le Congrès s'y oppose, cherche à me mettre des bâtons dans les roues, j'opposerai mon veto à toute résolution provenant du Congrès qui m'empêcherait de signer un tel accord. Sauf si, naturellement, une majorité qualifiée, je répète, 67 sénateurs sur 100, les 2/3, est réunie. Et ce sont ces quelques voix qui manquent arithmétiquement pour arriver à 67 voix pour atteindre cette majorité qualifiée que le Premier ministre israélien a estimé qu'il devait impérativement se rendre à Washington pour pouvoir, d'une manière ou d'une autre, s'opposer. Ça veut dire que désormais, l'Amérique ne pourra pas se défausser sur un président qui aura fait ce qu'il voulait et qui aura mis sa sécurité nationale en danger. Mais ils devront s'en prendre à eux-mêmes. Je pense à chacun des congressmen, à chacun des députés, à chacun des sénateurs. Ils ont encore la possibilité, soit d'obliger le président à en passer par l'imprimature du Congrès, soit, d'empêcher, d'une manière ou d'une autre, le président de signer un tel accord. Ils ont cette possibilité, ils ont donc cette responsabilité. Mais sachons une chose, pour ce qui est d'Israël, que cet accord soit in fine signé ou pas signé,
Israël le paiera cher. Parce que s'il les signait, ça obligera Israël à vivre sous la menace iranienne dans un horizon relativement rapproché. Et s'il n'est pas signé, il n'est pas à douter que le président américain fera sentir tout son courroux, toute sa colère sur Israël, parce qu'il aura été celui qui aura réveillé des consciences au sein du Congrès. Alors, je crois que nous pouvons rebondir maintenant au niveau israélien, dans la campagne électorale. Oui. Campagne électorale qui, selon même des titres de la presse, fait fureur. Une campagne électorale pleine de fureur. Pensez-vous que cette fureur s'exerce sur des thèmes particuliers, sur des options politiques, sur des divergences fondamentales? Apparemment, non. Cette fureur s'exerce principalement sur les personnes, non seulement sur les personnes qui ont en charge la politique, mais sur les personnes, j'irais, des dégâts collatéraux. Je pense à Sarah Netanyahou. La campagne a été axée par certains sur cette dame qui ne mérite pas spécialement de considération, peut-être même tout à fait le contraire, mais axer le débat sur ces déviations, ces dérives, etc., ne fait pas avancer le débat politique. Pourquoi ne va-t-on pas chercher l'épouse de tel autre ou tel autre également, et on peut toujours trouver à redire. Les clivages idéologiques ne sont pratiquement pas visibles, puisque les programmes se ressemblent tous. Enfin, pour ceux qui ont produit des programmes, parce qu'il y en a qui n'ont toujours pas présenté de programme. Je vais sortir le programme de l'Union sioniste. L'Union sioniste de gauche, Herzog, Livni. Dans ce programme, on dit comme objectif freiner l'isolement diplomatique d'Israël et enrayer la hausse continue du coût de la vie. Bon, ce sont les deux priorités que s'est fixée l'Union nationale. Il est clair que l'isolement diplomatique est mis, à la charge de Netanyahou, de son attitude, et de sa volonté d'informer le monde sur le danger nucléaire iranien. La hausse continue du coût de la vie, c'est, le vide considérable en matière de mesures économiques et sociales que prône à Moshe Carlon, actuellement candidat également aux élections. Mais en ce qui concerne le conflit avec les Palestiniens, le document de l'Union sioniste estime que la solution passe par, écoutez bien, la démilitarisation de l'État palestinien, le maintien des grands blocs de construction sous l'autorité israélienne, le maintien du statut de Jérusalem comme capitale éternelle du peuple juif et l'augmentation des partenariats économiques avec l'État palestinien. Jusque-là, je signe. Qui ne peut pas signer sur un tel programme? Même si vous êtes un likoudnik convaincu depuis des années, c'est exactement la ligne de conduite de Bibi Netanyahou et du Likoud. Donc quelle est la divergence idéologique qui pourrait départager ces deux programmes? Et c'est ce qui explique que justement la lutte se focalise sur des problèmes de personnes, des problèmes de personnalité. D'un autre côté, il y a une telle volatilité également dans la classe politique israélienne. On l'a déjà dit, Tzipi Livni qui en est à son 4e parti en 4 élections. Vous avez un Lieberman qui maintenant n'hésiterait pas à rejoindre Herzog Livni, alors que Netanyahou lui avait conservé son poste de ministre des Affaires étrangères pendant des mois en attendant que soient résolus ces problèmes judiciaires. Voilà, ce sont deux exemples qui me viennent instantanément à l'esprit et qui me permettent de dire que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. D'un autre côté, une fois que les élections seront intervenues, il reviendra au président Rivlin de désigner celui qui constituera, capable de constituer un gouvernement avec une majorité à la Knesset. Et là, dans les hypothèses qui foisonnent actuellement dans les médias, dans les cercles politiques, dans les cercles observateurs, on s'aperçoit que la chose n'est pas facile. La semaine dernière, nous avons interviewé dans l'émission Rencontre Emmanuel Navon, qui, je crois, nous a donné une vue assez claire, pour ne pas dire la plus claire, des 3 options qui étaient possibles. Une option avec Herzog
qui devait faire une coalition, mais qui n'arriverait certainement pas à rassembler plus de 60 députés, donc impossible de constituer un gouvernement. Vous avez l'option Bibi Netanyahou, qui lui devrait rassembler 7 partis pour arriver à dépasser ce seuil de gouvernement permettant de gouverner. Et la troisième solution, c'était la solution d'union nationale qui permettait de mettre dans un même pot Avoda, le Likoud, Carlon, les religieux également, pourquoi pas, et qui a demandé leur de se débrouiller, de trouver un terrain d'entente et de continuer à faire avancer l'État d'Israël de manière politique. Voilà, c'est à peu près ce qui se propose actuellement dans la conjoncture actuelle, et ça emporte également des exaspérations, des conflits d'intérêts, conflits de personnes, et je crois que c'est encore quelque chose qui est dommageable pour la démocratie israélienne. Alors c'est vrai, on est à 8 jours maintenant des élections, c'est le 17. Je crois qu'il y aura d'ailleurs une grande soirée élection le 17 au soir. Soyez attentifs au programme de la semaine prochaine de notre radio Judaïka. Et on consacrera certainement notre numéro de lundi prochain presque entièrement à ce qui interviendra le lendemain. Le point que vous soulevez est tout à fait pertinent, en effet. Lorsque vous regardez, lorsque vous analysez le regard que porte l'Union ou le camp sioniste, comme il s'est autoproclamé, sur le sort de Jérusalem, sur le statut de Jérusalem, pas une feuille de papier avec la manière dont le bloc de droite, comme on l'appelle, se définit. Est-ce que la copie vaut l'original ? Ça, c'est la question essentielle qui sera posée aux électeurs, naturellement. Même chose pour les implantations, puisque la gauche, le camp sioniste, encore une fois, entre guillemets, eh bien, dit aussi qu'il faut conserver les grands blocs d'implantation. Bon, pas grande différence non plus. Quant à la nécessité d'inclure dans les négociations la Ligue arabe de plus en plus, et un peu moins les Palestiniens, là aussi, tout le monde regarde de la même manière. Quant à la menace iranienne, eh bien, les deux la considèrent désormais comme une menace existentielle. Même chose pour les rapports entre Israël et les États-Unis. Il est évident que chacun espère ou essaiera d'avoir les meilleurs rapports possibles avec la Maison-Blanche, dont le président aura montré qu'il est hostile à Israël et qu'il continuera de l'être si le prochain Premier ministre, fût-il de gauche, eh bien, montre quelques velléités d'indépendance. Alors, pour ce qui est du social et de l'économie, on constate une chose, c'est qu'après les grandes manifestations qui avaient jeté sur les pavés israéliens 400 000 ou 500 000 personnes, eh bien, le gouvernement avait nommé Trachtenberg pour traiter tous ces problèmes, mais Trachtenberg est celui-là même qui serait le favori du camp sioniste pour devenir le ministre des Finances. Donc on voit que sur tous les problèmes majeurs qui intéressent la société civile israélienne, eh bien, il n'y a pas de grande différence pour une raison toute simple. La réalité commande, pas l'idéologie. Et Israël a un devoir de pragmatisme plus qu'un devoir d'idéologie, ce qui veut dire que les marges de manœuvre sont étroites. Lorsque un camp de gauche qui serait amené au pouvoir suprême en Israël se mesurera avec l'intransigeance et le maximalisme palestinien, il devra en tirer les mêmes conséquences qu'en a tiré le Premier ministre israélien. Même chose pour l'Iran. Lorsqu'il verra que l'Amérique, lorsque ce bloc de gauche verra que l'Amérique est prêt à signer un mauvais accord. Donc, il y a peu de marge de manœuvre. Et en réalité, comme vous le soulignez très justement, ce qui oppose les deux camps, eh bien, c'est essentiellement des querelles de personnes et cette espèce de slogan de campagne qui est en vérité en creux. Le véritable slogan de campagne du camp sioniste, c'est tout sauf Benjamin Netanyahou. Il a fait son temps, on l'a assez vu, on n'en peut plus, on veut plus de sa femme. Et donc, on voit bien que ça n'est pas sur des propositions, sur des programmes de gouvernement, sur la manière de projeter Israël dans l'avenir qu'il y a des différences, mais vraiment à la marge. Et donc, il faut voir, et c'est la question essentielle qui sera posée aux Israéliens, en qui faites-vous le plus confiance pour gérer au mieux des intérêts d'Israël les défis qui lui sont posés, à la fois intérieurs et extérieurs? Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que oui, il faut résoudre la fracture sociale qui est certaine en Israël et qui est indécente?
ou la sécurité. Est-ce qu'on peut traiter les deux en même temps? Est-ce que lorsqu'on veut traiter les deux en même temps, on ne les traite pas les deux mal? Est-ce qu'on n'est pas obligé dans la situation d'Israël de plus traiter la sécurité parce qu'il y a des menaces à chacune de ses frontières, à 3 de ses frontières? Au nord-est, il y a désormais l'iranisation du conflit syrien. Désormais, ça n'est pas face à des Syriens que les Israéliens se retrouvent, mais face à des Iraniens. Au nord, c'est le Hezbollah, donc une branche armée de l'Iran, et au sud, eh bien, c'est le Hamas. Et donc, on voit que Israël est extrêmement menacé également d'isolement par ces mêmes Américains qui disent aux Israéliens, si vous ne faites pas ce que je veux, eh bien, je contribuerai à cet isolement. On ne voit pas très très bien ce que la gauche pourrait changer à cet état de fait, sinon de s'être débarrassé de Netanyahou. Alors, pour illustrer ce que vous venez de dire, Isaac, j'en veux pour preuve les slogans et les banderoles qui sont déployées. Côté de l'Union sioniste, la banderole, c'est nous ou lui. Oui. Côté Likoud, c'est eux ou nous. C'est plus éclairant que cela, je crois qu'on ne peut pas faire. Oui, alors on ne peut pas faire, et on ne peut pas faire plus grande caricature que ça. Et c'est ça qui est regrettable. Et c'est ça dont souffre essentiellement Israël et son système politique qui est maintenant plus fragmenté que jamais. On a illustré ça dans votre émission Rencontre la semaine dernière, lorsque vous invitiez le professeur Navon. C'est que désormais en Israël, il n'y a plus de grands partis. Il n'y a plus de grands partis autour duquel vont se réunir des partis un peu plus petits dans des coalitions qui n'excèdent pas 4 ou 5 partis maximum. On se rappelle du temps pas si lointain où eh bien, la gauche, elle réunissait 44 ou 45 sièges à la Knesset, et même chose pour le camp de droite, où il y avait 44-45 sièges. Aujourd'hui, personne ne dépasse les 27-28 sièges. Ça veut dire au maximum, le quart de l'électorat israélien. Et donc, il y a un foisonnement de petits partis avec des partis moyens. Et chacun est obligé de s'entendre au moment où Israël a le plus besoin de cette union. Ce qui donne, dans la configuration actuelle, un pouvoir considérable, et vous le disiez tout à l'heure dans votre introduction aussi, au président de l'État d'Israël, qui, face à cette situation, a la haute main sur les dominations. Il a un pouvoir, je ne vais pas dire constitutionnel, parce qu'Israël n'a pas de constitution, mais il a un pouvoir absolu, pratiquement, qui lui permet de désigner celui de son choix parmi les nouveaux élus à la Knesset, même s'il ne fait pas partie du parti le plus important ou de la coalition potentielle la plus importante. Il peut aller le chercher chez des personnes qui sont réputées pour leur indépendance et qui ne sont pas inféodées à l'un ou l'autre des partis. Donc il a un pouvoir pratiquement absolu, il a le pouvoir de diriger la finalité de ces élections, parce que une fois que les Israéliens auront voté, le sort de ces élections ne leur appartient plus. Il appartiendra essentiellement au président quand il désignera qui va former, et à la capacité de celui qui sera désigné, effectivement, de constituer une coalition. De ce point de vue, il est clair que la situation n'est pas facile, qu'il faudrait également sans doute réfléchir à des modifications constitutionnelles pour éviter cet émiettement des partis, pour faire en sorte qu'un prochain scrutin permette de dégager une réelle majorité, je dirais majorité d'idées, majorité idéologique, qui puisse conduire Israël sur la voie du progrès et de la plus grande stabilité. Plus grande stabilité dans la sécurité et dans une avancée économique et sociale. Sans doute. Qu'il ne faut pas négliger. Pendant ces plus que 6 décennies, Israël a réalisé un miracle. D'abord de survivre, et pendant qu'il survivait, eh bien, de se renforcer militairement, de renforcer sa sécurité, et sur un plan économique et social, eh bien, et financier, de devenir une puissance de tout premier plan. Alors des réformes électorales, oui, il faudra que tôt ou tard les Israéliens s'y attellent, soit en relevant encore un peu plus le seuil, qui est aujourd'hui à 3,25, il a déjà été augmenté, ou bien un peu moins de proportionnel. Mais ça, c'est une réforme de très grande profondeur. On ne sait pas si les Israéliens auront le temps. On sait que les gouvernements israéliens ont une durée de vie de plus en plus étroite, pour la raison que nous avons éclairée. La fragmentation politique fait qu'il suffit de la mauvaise humeur de l'un ou l'autre des petits partis pour faire vaciller des coalitions qui semblaient solides. Donc on voit que c'est extrêmement difficile de
piloter ce navire qu'est Israël dans des eaux tumultueuses, de plus en plus tumultueuses à l'intérieur parce qu'il y a des frustrations, essentiellement sociales et économiques, et à l'extérieur parce qu'il y a des menaces qui, pour certaines, sont existentielles. Peut-être un instant nous tourner vers un journaliste bien connu du journal Haaretz, qui s'appelle Gideon Levy, que tout le monde connaît, oui. au moins de nom, hein, oui. Ou pour les crasses. Moins de prénoms en tout cas. Oui, et ce journaliste Gideon Levy a invité beaucoup de personnes, d'électeurs, à rejoindre la liste arabe d'Ayman Odeh, en disant que les Juifs devraient choisir l'ANC israélien, rien moins que cela, oui. Afin d'empêcher la création d'un État d'apartheid. Alors, la référence à l'Afrique du Sud est évidente, bien entendu. La référence à Mandela est également aussi abusive que d'habitude. Et on se demande ce que les lecteurs du Haaretz vont penser, s'ils pensent encore, d'une telle invitation faite par un journaliste qui, traditionnellement, n'hésite pas à tordre le cou à la réalité et à être à un comportement tout à fait, je dirais... franc-tireur. Mais je vous fais remarquer que... provocateur. Oui, mais il y a un scoop, hein. C'est qu'il menace Israël de devenir un État d'apartheid, ça veut dire qu'il n'est pas encore. Voilà. Bon, alors avis aux amateurs, puisque on disait déjà que depuis longtemps Israël était devenu un État d'apartheid. Courage, ça n'est pas encore le cas. Petite parenthèse que j'ouvre ici, deux petites parenthèses. La première pour inviter les auditeurs à rester à l'écoute de Radio Judaïka, parce que vous recevez un ami Alain Tassiel dans l'émission Rencontre, et ce sera certainement passionnant. Et une autre parenthèse que j'ouvre pour aussitôt la refermer après, c'est que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions, Cherchez l'erreur, Gérard Grosjean et moi, sur YouTube, désormais, où il y a un compte ou une playlist, vous allez sur YouTube, vous écrivez Isaac Franco, vous cliquez, la première occurrence, vous allez voir, vous pouvez retrouver Cherchez l'erreur. Donc l'émission d'aujourd'hui se trouvera sur YouTube dès demain soir au plus tard. Si Fanny m'envoie bien l'enregistrement de cette émission pour demain midi ou plus tard. Ce dont je la remercie d'avance. Voilà. Nous allons donc nous quitter sur cette annonce qui vous permettra de relire à la demande et à votre convenance, non pas simplement aux horaires fixés par Radio Judaïka, le contenu de nos émissions Cherchez l'erreur. Absolument. Voilà. Là-dessus, Isaac, je vous souhaite une bonne soirée. À vous aussi, semaine prochaine. Et merci à Fanny pour son dévouement. Et sa contribution.